Ok, alors aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi les laboratoires pharmaceutiques communiquent aussi mal, quels sont les différents boulets qui les retiennent depuis beaucoup trop d'années, et comment les identifier, comment s'en défaire pour ensemble partir vers une communication avec une réelle plus-value dans les années à venir, toujours plus efficace. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, sache que ici sur SmartLearn, je te donne 7 jours sur 7 mes meilleures théories, cas pratiques, analyses, scoops, bref, tu l'as compris, tout pour exceller ensemble en communication pharmaceutique. On y va donc pour notre sujet du jour. Avant toute chose, assure-toi d'être bien abonné également à mon canal Telegram. Tu es libre de cliquer sur le lien d'accès gratuit dans la description de cette vidéo. Et tu pourras accéder, au même titre que mes abonnés les plus fidèles, à mes contenus surprises et autres plans secrets. Voilà pour ça, on commence donc pour le premier boulet en communication dans la pharma, qui est, selon moi, le boulet historique et sectoriel. Je vais ici, à chaque fois, chercher à t'expliquer au mieux ce que j'ai défendu dans ma thèse. Et puis, tu es libre de m'indiquer dans les commentaires ton point de vue. Je suis entièrement ouvert au débat et à la discussion, il n'y a aucun souci. Déjà, le premier boulet, au niveau historique, c'est que tu sais que ça a toujours été un secteur ultra réglementé. Si tu vas en assurance qualité, en pharmacovigilance, c'est un enfer administratif. Alors, certes, c'est normal, je ne nie pas que c'est important. Mais le problème, c'est que les industriels, depuis beaucoup trop d'années, se sont enfermés dans cette posture de victimisation, à l'air de dire, voilà, en France, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Je ne suis pas d'accord, il faut vraiment voir le verre à moitié plein, et se dire que, certes, il y a une partie qui est extrêmement contrôlée, mais il y a tout un pan de la communication qui n'est pas assez exploité, et qui est entièrement libre. Je pense aux prises de parole des dirigeants des laboratoires, je pense à la participation dans le débat public, je pense à la pédagogie à laquelle on peut faire face en expliquant les différents mécanismes des pathologies. Tout ça, les laboratoires ont carte blanche, ils n'ont aucune restriction si tu veux. Donc voilà, je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler. Et puis, se dire aussi qu'il y a ce fameux boulet des scandales. Et ça, c'est sans doute ce qui paralyse le plus les industriels, la peur de faire une vague. Comment ça s'est passé ? Évidemment, comme dans n'importe quelle industrie, il y a des scandales, il y a eu certains cas où on a eu des milliers de morts, et donc les industriels de la pharma sont passés un peu du tout au rien, et le gros problème, je pense, selon moi, c'est que ils ont été les premiers à ne plus vouloir défendre leurs propres intérêts, à vouloir tout déléguer à des lobbyistes dans des sociétés extérieures, des experts en la matière. Et si aujourd'hui le lobbyisme pharmaceutique est autant contesté, autant incompris et aussi peu visible, eh bien c'est parce que justement chacun n'a pas joué son rôle de défendre un minimum ce pourquoi il se battait, ses convictions. Donc je pense qu'avec un peu plus de pédagogie, et nous le verrons dans la vidéo sur le lobbyisme pharmaceutique, on peut expliquer aux gens que tout n'est pas noir en industrie pharmaceutique, et que le lobbyisme pharmaceutique a aussi, certains cas, on le verra, des réels rôles dans la défense de tout le monde, en fait, de la cause commune. Donc voilà pour ça, pour tout ce qui est scandale. Il ne s'agit plus de faire l'autruche comme pendant trop longtemps, et se dire, voilà, on va mettre la poussière sous le tapis, on va attendre que le temps tasse la chose, et personne ne reviendra dessus. Faux. En 2022, les gens font leurs propres investigations et sont prêts à tout pour avoir des explications. Donc soyons beaucoup plus réactifs, beaucoup plus transparents, voilà, expliquons, prenons en main les choses. Voilà, c'est aussi évidemment une industrie qui dépend des sciences de la vie et de la terre. Ça, c'est un domaine qui est assez complexe, on va pas se mentir, donc pour l'expliquer, c'est déjà compliqué de faire ne serait-ce qu'un schéma. Le problème, c'est que ces industriels, pendant de nombreuses années, ont eu la flemme, pour dire les choses simplement. Ils se sont dit, voilà, on a des meilleurs cerveaux, mais on n'a pas besoin de plus que ça de se justifier, parce que on est de simples marchands, de simples fournisseurs de boîtes,
On se focalise sur ce rôle-là, et puis le reste, les gens, s'ils veulent avoir l'accès à l'info, ils se démerderont. C'est pour ça que finalement, pendant de nombreuses années, les astuces santé, les informations santé, c'était qui les donnait? C'était les journalistes. C'est pas une source la plus objective qui soit. Certains experts, les associations de patients, qui se retrouvaient à tout devoir porter sur elles, et certaines affaires, certaines institutions réglementaires. Voilà. Évidemment, si dès aujourd'hui, les laboratoires prennent conscience qu'ils ont aussi un rôle à jouer dans cette explication, dans cette pédagogie, évidemment que la communication s'en sera beaucoup plus apaisée, avec beaucoup plus d'interaction, de confiance en l'industrie. Voilà pour ça. C'est aussi finalement arrêter avec ces banalités. Sur sans arrêt le rôle important de l'innovation, le respect du patient, l'importance de la vie, tout ça, c'est creux en fait. Tu regardes toujours les mêmes slogans et tu te dis, je veux dire, on le sait ça, c'est pas la peine de continuer dans une démagogie comme ça. Il faut vraiment faire l'effort de s'engager un peu plus, montrer que voilà, ça nous tient à cœur de aussi apporter notre pierre à l'édifice dans le combat des maladies, et pas simplement faire de belles paroles. Vraiment illustrer ça concrètement par des actes et par des intervenants dans le domaine public. Voilà pour ça. C'est aussi évidemment le rôle des médias qui ont pas mal, il faut le dire, sali la cause pendant de nombreuses années, parce que justement, on va pas se mentir, ça a toujours été, particulièrement dans le journalisme français, un ensemble de ploucs et de charognards, et chose que l'on n'a pas par exemple aux États-Unis, parce que très jeune, on leur apprend à l'école à ramener à son père ou son voisin, un membre de la communauté, pour le présenter à la classe. Bref, très tôt, on apprend à comprendre d'autres points de vue que le sien. Il n'y a que en France où finalement c'est tout le temps une guéguerre interminable entre les convictions, où quand tu n'es pas d'accord avec une personne, sans arrêt, elle la prend pour elle, et ça te donne un journalisme d'investigation qui est complètement catastrophique, où soit tu as des journalistes qui sont extrêmement... qui veulent faire absolument du rentre-dedans, qui veulent littéralement se faire la personne en face, ou soit extrêmement complaisants. Donc voilà, c'est ça qui a fait que finalement, les attaques des médias envers l'industrie pharmaceutique, elles ne sont pas tellement justifiées en fait. Quand tu réfléchis bien, c'est assez compliqué de défendre un manque de professionnalisme au niveau français qui est assez fulgurant. Je veux dire, si tu veux vraiment des vraies chaînes d'information, va sur YouTube. Ne regarde plus la télé parce que c'est pas la peine. C'est pas avec la privatisation des médias que tu vas avoir une information objective. Si je te prends par exemple une information récente, admettons, pour être concret, pour appuyer mes propos, on va te dire oui, Sanofi a supprimé 400 postes de chercheurs. Oui, alors ça, typiquement, c'est le rôle du journalisme de faire des raccourcis pour comprendre. Je sais que le monde du médicament n'est pas extrêmement foufou, passionnant, mais il faut arrêter avec tous ces raccourcis. Ce sont ces raccourcis qui ont saigné littéralement l'industrie pharmaceutique. Parce que ce qu'on ne dit pas, par exemple, dans notre exemple, c'est que, de une, on ne dit pas que Sanofi reste quand même, faut voir le verre à moitié plein, le plus grand investisseur dans tout ce qui est R&D. S'il a fait ça, c'est parce que, par exemple, il souhaitait changer sa stratégie et se spécialiser dans l'oncologie. Et donc, forcément, si tu changes ta stratégie, il y a chercheurs et chercheurs, c'est ce qu'on dit pas. Supprimer 400 postes de chercheurs. Oui, mais chercheurs en quoi? Chercheurs en infectio, en hémato? Il n'y a pas de chercheurs qui sont pareils. Et puis, ce qu'on dit pas non plus, c'est que, par derrière, c'est pas seulement la cause des licenciements qu'il faut insister. C'est aussi, justement, ne pas oublier que ce sont aussi derrière des partenariats stratégiques avec des grandes institutions, des grandes biotech. Tout ça, le journalisme français n'en parle pas.
Donc forcément, si tu veux être vraiment dans la nuance, dans un travail journalistique qui est réellement de qualité, eh bien là forcément tu renforceras la confiance du public dans l'industrie pharmaceutique. Donc voilà, c'est pour ça que je ne regarde même plus les infos ou la télé parce que un tas de conneries ou de raccourcis comme ça qui sont ultra subjectives, je veux dire en 2022, on en a un peu marre. Donc voilà pour ça, je pense que c'est assez important de comprendre ces choses. C'est aussi, deuxièmement, un boulet économique. Un boulet économique dans la communication pharmaceutique. Pourquoi ? Parce que dans l'état d'esprit des gens, il n'y a pas... tous les laboratoires sont pareils. Sauf que dans les faits, il n'y a pas deux laboratoires qui sont pareils. Je veux dire, un laboratoire qui fabrique des réactifs peu coûteux n'a pas du tout les mêmes intérêts qu'une jeune biotech. Un génériqueur n'a pas les mêmes intérêts que je ne sais pas moi, un laboratoire ultra spécialisé. Enfin, tu vois bien que, en fait, le problème, c'est que les laboratoires ont des visions complètement différentes, des intérêts complètement différents. Et ce qu'on a essayé de faire pendant très longtemps, c'est de les rassembler ensemble sous l'étiquette du LEM. Et le truc, c'est que finalement, quand tu lis une publication du LEM, moi, ça m'est jamais arrivé de fermer la brochure et de me dire « Waouh, j'ai appris des choses ». Non, en général, c'est toujours creux au niveau communication, parce que le LEM, justement, a tellement d'acteurs en son sein que il veut plaire à tout le monde, et quand tu veux plaire à tout le monde, tu es insignifiant, tu plais à personne. Donc, forcément, même sur la scène politique, quand on veut chercher à défendre ses points de vue, c'est toujours plus délicat de défendre des positions communes quand de base on n'en a pas. Donc voilà, pour faire simple, c'est un des handicaps de l'industrie pharmaceutique, toutes ces types d'entreprises incompris, toute cette diversité, qui fait que finalement c'est très compliqué d'avancer sur quelque chose de solide ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on en revient encore à la délégation à des experts en lobbying pour défendre les intérêts de l'industrie. C'est aussi, au niveau économique, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que, alors oui, on pointe du doigt tout le temps les méchants capitalistes qui s'en mettent plein les poches, mais l'argent, je veux dire, il rentre, mais il sort aussi d'un autre côté. Je veux dire, il ne faut pas oublier que l'État, tous les ans, ponctionne les laboratoires en différentes taxes, différentes contributions pour atténuer le déficit, le trou de la Sécu. Et les laboratoires, les dirigeants, les premiers dirigeants des laboratoires sont les premiers à s'en agacer, mais ne font rien dans la pratique. Parce que ils ont cette peur de... s'ils participent au débat public, s'ils s'offusquent, que ça compromette en fait les négociations ultérieures et que justement la politique de leur prix actuel sur le marché soit remise en question. Sauf que le truc, c'est que nos industriels restent sur leur ressenti, leur vexation. Par derrière, forcément, avec ce taux de croissance depuis les 5 dernières années au niveau des médicaments remboursés qui diminue, on n'a plus autant de croissance qu'avant, on va pas se mentir. Forcément, il ne faut pas s'étonner si les industriels, les premiers, dans les années à venir, vont chercher d'autres pistes pour contourner toutes ces charges qui sont toujours de plus en plus lourdes, toutes ces taxes, tout ça. Et donc, forcément, ça se manifeste par quoi ? Par des licenciements massifs et par une délocalisation. Et ça, les pouvoirs publics sont les premiers responsables de par toutes ces taxations, mais les industriels ont évidemment leur responsabilité. Hein. C'est comme dans n'importe quel couple qui se dispute, il y a rarement une seule personne qui a tort et une autre qui a raison. C'est vraiment l'idée que voilà, les industriels doivent aussi accepter de entrer dans le débat public et voilà, quand ils ne sont pas d'accord, voilà, qu'ils le disent franchement. Voilà pour ça. On va parler du boulet managérial et organisationnel dans l'industrie pharmaceutique qui dépend avant tout du turnover des managers. Je m'explique. Quand tu as
X diplômes, tu as 1, 2, 3 diplômes, tu sors de tes études, tu es demandé par tout le monde, par tous les labos, et ce sont des profils qui sont amenés à diriger dans de nombreuses structures, qui font rarement leur carrière dans un seul labo, qui surfent, qui ont pris l'habitude de surfer sur des opportunités tous les 2-3 ans. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe en pratique ? Eh bien, ils arrivent dans un poste, dans une entreprise, et ils sont évalués que sur leurs résultats à court terme. C'est-à-dire que les résultats à long terme, ça sert à rien parce que ça ne sera plus eux après. Donc, forcément, si tu es une personne normalement constituée, que tu sais que tu vas être évalué avec des délais qui sont très très courts, tu ne vas pas tenir compte de la communication aussi bien interne dans ton entreprise, des souffles de désaccords, etc. Et tu ne vas pas tenir compte non plus de toute la communication en dehors, externe au laboratoire. Et donc c'est le problème ici qui se passe, c'est que les managers finalement se retrouvent un peu dans leur tour d'ivoire, malgré eux, hein, c'est pas les responsables réellement, c'est simplement que eux ont leur vision des choses, ils sont obligés d'avoir une vision très courte, alors que finalement si tu veux réellement réinventer ta communication pharmaceutique, il faut prendre en main des mesures qui sont un peu plus risquées, et les laboratoires, les managers, ces dirigeants n'ont pas envie forcément de risquer de mettre leurs équipes là-dessus, sur quelque chose qui potentiellement peut foirer, et donc préfèrent rester sur un terrain qui est davantage connu. Donc voilà, dis-toi que c'est ça qui fait que on pourrait explorer, hein, si on le veut, on a les cerveaux nécessaires, on a les équipes nécessaires, on pourrait explorer beaucoup d'horizons, mais par peur justement des évaluations annuelles, de mal faire, on se cantonne à quelque chose qui est d'ordre du déjà vu. Voilà pour ça. C'est aussi, il faut le dire, quand je parle du boulet organisationnel, avec la mondialisation, de plus en plus de structures qui sont très complexes. C'est-à-dire que quand tu es au global maintenant, dans la société mère, c'est même pas la peine de prendre une initiative. Un responsable de communication ne peut plus la prendre. C'est devenu beaucoup trop bureaucratique, beaucoup trop hiérarchique. Les sociétés filles dans les différents pays, je t'en parle même pas. Elles ne prennent plus aucune initiative. Elles ne font qu'exécuter la politique de la maison mère. Donc forcément, ça n'aide pas à se réinventer. Là où, au contraire, dans les années à venir, on devrait plutôt encourager le fait d'être beaucoup plus agile, d'être beaucoup plus réactif, d'être beaucoup plus authentique. Tout ça est finalement bloqué par le poids de nos structures actuelles. Voilà pour ça. Le dernier boulet, qui est quand même le dernier et le plus important peut-être, c'est un boulet culturel en communication. Il y a clairement, en industrie pharmaceutique, un rapport au profit qui n'est pas du tout assumé. C'est-à-dire que on considère que faire de l'argent en vendant des thérapeutiques innovantes, même si c'est à forte plus-value, c'est mal. Et c'est le problème, c'est qu'on rentre dans une politique qui est complètement lisse, politiquement correcte, et qui est finalement agaçante en fait. Plus on persuade les gens, on veut montrer qu'on est un bon samaritain, plus les gens sont sur la méfiance et ont envie justement de rompre avec ce système en fait. Parce que, selon moi, quand on parle du rapport au profit et de l'engagement, l'un n'est pas forcément incompatible avec l'autre. On peut très bien dire ok, on aime bien faire de l'argent, on a envie d'être ambitieux, on a envie d'augmenter la taille de notre société, d'augmenter nos rendements, tout en même temps montrer qu'on est engagé. C'est pas parce que tu aimes faire de l'argent que tu n'es pas une personne qui n'a pas de conviction. Donc je pense qu'il y a ce mélange, cette fausse croyance qui devrait davantage être beaucoup plus nuancée, et on devrait davantage être plus humain, c'est ça en fait, derrière les patients, et montrer que derrière ces entreprises froides, il y a des gens comme toi, comme moi, comme n'importe qui, et voilà, comme je te le dis, mettre sur
sur la table l'engagement, mais pas simplement dans une communication lisse. Et c'est le gros problème finalement qu'on a en France, c'est que c'est un pays qui reste quand même avant tout très conservateur. Tu regardes les communications en Angleterre, c'est quand même en santé, beaucoup plus piquant, beaucoup plus clivant. En France, c'est une catastrophe parce que les gens sont naturellement, et tout le temps, on ne sait pas pourquoi, sur le qui-vive, sur la défensive. C'est-à-dire que, moi tu vois ici, je suis à Amsterdam et les gens sont calmes, les gens, tu peux parler avec eux sans problème. Il y a toujours un minimum de consensus qui est fait au niveau de la mentalité avant de partager vraiment son point de vue. En France, il n'y a que dans ce pays-là que tu as naturellement, mais tout le temps, des positions extrêmes. Pour tous les pans, hein, que ce soit politique ou tout, ça devient vraiment pénible et on en devient à surréagir, on en arrive à surréagir pour tout et n'importe quoi. Là, tu vois, comme exemple, il y avait Biogarant il y a quelques années qui a eu le malheur de faire une pub avec, je cite, Monsieur Plumalin et Madame J'oublie-tout. Il a eu le malheur de mettre un fond bleu pour Monsieur Plumalin et mettre un fond rose pour Madame J'oublie-tout. Bon bah tout de suite, c'est parti dans un lynchage public sur Twitter. Donc, je pense que les gens, finalement, le public à laquelle on s'adresse, c'est ce fameux boulet culturel du voilà, en France, la moindre chose au pays des droits de l'homme, finalement, est surinterprétée et part dans un débat pas possible. Je veux dire que les gens, plutôt que de se focaliser sur les 90% de choses qui marchent, c'est typiquement français de se focaliser sur les 10% de trucs qui marchent pas, les 10% de bémol. Il faut vraiment changer nos mentalités. Et voilà, et quand tu regardes les autres pays, voyager un petit peu, comprendre comment on peut faire de meilleurs consensus, faire des publicités qui sont à la fois qui rehaussent le spectateur, le patient, tout en étant un peu plus audacieux. Parce que là, on en est quand même dans un exemple où tout ce qui touche à la santé, c'est ultra sensible. Il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Si je te prends la pub Nana où on a eu le malheur de mettre une foufoune à la télé, mon Dieu, ça a été la croix, la bannière, ça a été la révolution. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un travail aussi sur la population à faire, et c'est en étant justement toujours un peu plus progressif que l'on peut s'améliorer. Donc voilà. Parce que si jamais, à la moindre polémique, au moindre lynchage, tu es cassé dans tes initiatives et que tu te dis, bon voilà, on tente plus rien, est-ce que c'est vraiment une solution ? Voilà pour ça. Et puis c'est aussi, en plus de ça, le rôle des agences aussi, qui ne va pas vraiment dans un meilleur sens au niveau de la communication, parce que ce sont toujours les mêmes, depuis des années, qui reçoivent les mêmes missions des laboratoires. Et donc, à force d'être tout le temps sollicitées, de tout le temps être sur les mêmes tâches, elles-mêmes, pourtant qui n'ont pas de bagage scientifique forcément à la base, ont complètement intériorisé cette culture industrielle pharmaceutique du très lisse, du on fait l'autruche, et forcément, c'est pas... le résultat n'est pas extraordinaire, quoi. Hein, alors, on risque pas de faire de vagues, mais à côté de ça, forcément, on n'a pas une image de caractère bien définie. Donc voilà, on se débarque pas vraiment de la concurrence, dans tous les cas. Voilà, j'espère que ça t'a plu. On est à 23 minutes, je vais quand même me calmer. Et voilà, je t'expliquerai dans une prochaine vidéo mes solutions concrètes, comment on peut ensemble faire pour que cette communication soit beaucoup plus libérée, beaucoup plus humaine, beaucoup plus comment dirais-je, beaucoup plus dans les deux sens en fait. Et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo Smart Learn, un prochain live, ou tout de suite dans mon canal privé Telegram. Allez, à très bientôt, ciao ciao.